Thank you everyone for joining us today. I'm Adair Ackley, the External Relations Officer for UNDR Africa based in Nairobi. Today we're commemorating November 5th for World Tsunami Awareness Day. And we are focusing on the African islands in the Indian Ocean. I will now hand it over to the Chief of UNDR, Mr. Amjad Abashar. Thank you very much, Adair. Good morning, everybody. I just wanted to say hello to everybody, ladies and gentlemen, dear colleagues from the UN, from the government representatives. I wanted to say a few words, hopefully very quickly, because I really want to hear from you some of the progress that's being made in the countries at the Indian Ocean and along the coast of Africa. As you know, tsunamis are a rare yet deadly disaster hazard. In Africa, tsunamis and earthquakes have formed a constant threat to many African countries, especially island countries in the Indian Ocean, and of course, those along the coast. So the World Tsunami Day was first designated in 2015 by the United Nations General Assembly. It provides us with an opportunity to commemorate the collective efforts we put in reducing disaster risks for tsunamis and earthquakes, as well as it also helps us to showcase the improved awareness and good practices of our member states in Africa. This year, in accordance with the Sendai Framework 7 campaign, what we call Sendai 7, we would like to take the opportunity to highlight Target F of the framework, which underscores the importance of international cooperation, including from the private sector, to enhance resilience against disasters, especially in support of developing countries. So despite being relatively infrequent, disasters triggered by tsunamis have affected Africa several times in history. This can be traced back as far back as 1,000 years ago, according to a research project funded by the National Geographic Society. The study unveiled the site of an early Swahili village destroyed by devastating tsunami in what we call in today's Tanzania. In addition, the catastrophic 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami also alerts us to the threats from such disaster risks and hazards. So despite its vast geographical distance from Africa, the Indian Ocean tsunami affected at least 12 countries on the continent and caused hundreds of casualties. I don't think we need more evidence than the 2004 Indian Ocean tsunami to underline the necessity of building resilience against tsunamis and earthquakes in Africa. So disaster risk reduction and resilience building requires long-term investments and long-term efforts and a dedicated and concerted action from all stakeholders. As illustrated in the Target F of the Sendai Framework, international cooperation is key to disaster risk reduction related capacity building, especially when it comes to financing and technology exchange and innovation. Through North-South and South-South cooperation, countries can better advance resource mobilization and inspire disaster risk reduction related innovation. In addition, international cooperation should not be limited to the public sector. Partners from the private sector also have been a significant contributor and active stakeholder in this area. The ARISE private sector network in Africa is one clear example of this. So mandated as the focal point to coordinate disaster risk reduction and ensure synergies among disaster risk reduction activities of the UN agencies, member states, and other stakeholders, the UNDRR is committed to facilitating member states' efforts to develop their national disaster risk reduction management plans and policies, and in order to support resilience building. This year, it was announced that the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development has the potential to fill capacity gaps to speed up the detection and early warning for tsunamis, including by detecting their initial formation.
This can further enhance the preparedness of coastal communities for tsunamis through the Tsunami Ready program of UNESCO IOC, which is a 10-year research and implementation plan will be drafted for this program, which UNDRR fully supports together with other UN and non-UN partners. I believe this will help address the challenge posed by tsunami and earthquake risks in Africa. So let me take this opportunity just to thank the donors who are supporting UNDRR and have funded projects in the Indian Ocean islands and in Africa. These include the European Union and the Cruise Initiative. Their support will greatly bolster DRR efforts in the region. So let me stop there and just welcome the distinguished panelists that we have, and I very much look forward to learning more about your efforts through your presentations and in the ensuing discussions. Thank you very much. Hand over back to you, Adair. Thank you, Amjad. Now we will go to Mr. Mika Odido, who is the Intergovernmental Oceanographic Commission Coordinator in Africa for UNESCO. Please, you have the floor, Mika. Thank you very much, Adair. Thanks to UNDRR for organizing this important occasion and for inviting me to join you. This year's World Tsunami Awareness Day highlights two key messages, which are in fact interrelated. First, 5th November offers an opportunity to remember the victims of past disasters. And second, it offers an opportunity to think about how we can prepare together to deal with tsunamis in the future. Tsunamis are natural disasters which not only can be especially deadly, but also can jeopardize the very existence of entire societies, especially those of small island states, which are particularly vulnerable to such phenomena. We all remember the tragedy of the 2004 Indian Ocean tsunami, which claimed the lives of over 200,000 people. However, that tsunami also took a material toll, inflicting massive damage throughout the whole region. Moreover, it had an environmental cost as well, as the catastrophic wave ravaged the Indian Ocean coasts and its ecosystems, such as the mangrove forest and the coral reefs. We also remember the disaster which devastated the northeast coast of Japan in 2011, causing one of the most serious nuclear accidents to have occurred. We cannot forget the two tsunamis which hit Indonesia in September and December 2018. Protecting the 700 million people who currently live under this constant threat is everyone's responsibility. We know that we can achieve this protection through prevention measures and mass awareness raising. It is to this end that UNESCO, through its Intergovernmental Oceanographic Commission, is working to reduce coastal areas vulnerability to tsunamis in the 4 ocean basins. In this region, we made significant progress in developing an early warning and mitigation system since the establishment of the Intergovernmental Coordination Group in 2005. We are focused on 4 areas as follows. First, installation and maintenance of tide gauges to provide information for early warning and calibration of models. These tide gauges also provide information for studies on long-term series variations of sea level. In particular, I'd like to highlight that we have several stations that already have fairly long time series with a good completeness. Port Louis in Mauritius has more than 35 years with 97% completeness. Port La Rue in Seychelles has 28 years of data with 98% completeness. Zanzibar and Lamu in Tanzania and Kenya also have long-term series with more than 90% completeness. Other stations in the region still have significant gaps of data that needs to be addressed. The other area that we focused on is mapping of coastal vulnerability with training organized on preparation of inundation and evacuation maps. We've also worked on developing implementation of standard operating procedures for tsunami early warning and emergency response, with regular tsunami wave exercises organized in the region. The last one, held in October last year, was scaled down
due to the COVID-19 pandemic. We have thus made considerable progress. We are also part of a global coalition for ocean literacy, which aims to bring ocean science to as many people as possible in order to understand what the oceans hold in terms of both opportunities and risks. We particularly need to devote our efforts to improving the preparedness of communities and local populations through scientific risk assessment, regular evacuation drills, and local response plans. This is precisely the essence of the UNESCO IOC Tsunami Ready Pilot Program that Amjad has already talked about, which aims to recognize the efforts and commitment of local communities and to assess the measures adopted. Despite what is significant progress, many challenges still lie ahead. As we enter the UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development, it has never been more important to redouble our efforts and to reaffirm our international solidarity in order to deal with this devastating phenomenon. Today, as we mark the World Tsunami Day, UNESCO calls on everyone to spare no effort in order to ensure a safer ocean for all. Thank you. Thank you, Mika, for your presentation. And now I have the pleasure to hand over to our moderator for today's webinar. We have Ms. Amelie Jan Giffels. She is the DRR Technical Advisor from the Resident Coordinator's Office in Madagascar. Please, Amelie, you have the floor. Merci beaucoup, Madame Ackley. Merci beaucoup, Messieurs Avachar et Odido, pour ces remarques préliminaires. Et je voudrais juste souligner les mots que j'ai trouvés dans vos trois discours et qui sont vraiment les mots qui fondent cet événement, cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Vous avez mentionné la commémoration des victimes des catastrophes, mais aussi la commémoration de tous ces efforts. Depuis ce 26 décembre 2004, que nous avons tous en tête, quel chemin parcouru. Et effectivement, c'est un chemin que nous avons parcouru ensemble. Et ce webinaire qui inclut ce panel que j'ai l'honneur de modérer maintenant, inclut des représentants nationaux, des représentants régionaux, des partenaires de différents pays, aussi avec une perspective régionale et internationale. Nous avons des participants qui viennent de notre belle région de l'océan Indien, mais aussi de l'extérieur, parce que nous avons beaucoup à apprendre. Et ce webinaire, c'est aussi une opportunité d'entendre où nous en sommes, les différents pays, et de partager au monde quelles sont effectivement les opportunités, les progrès que vous avez mentionnés et que nous avons réalisés, et aussi ce que nous avons envie de créer pour le futur et ce que nous devons de créer pour protéger nos populations et nos pays. Donc voilà, sans vouloir m'étendre plus, j'ai l'honneur d'ouvrir donc cette discussion de panel avec Madame Gina Bonne, qui est chargée de mission pour le département de genre et de réduction des risques de la Commission de l'océan Indien. So, Mrs. Gina Bonne, welcome to this panel, and we're looking forward to hearing your presentation, your points about this panel on Tsunami Day. Thank you. Yeah. Good morning to everyone, and thank you, Mrs. Moderator, for the opportunity. And I would like firstly to say that before 2005, IOC was not really working on disaster-related issues. It was only after the tsunami and after the awareness was built around climate change that the Indian Ocean Commission started to work on the thematic area. So we started off with just one program in disaster management, and that was funded by the French Agence Française for the Development. We worked with them, and the focus at that time was basically on disaster management. And we gradually, in the year 2011-12, we gradually started moving towards disaster risk reduction, to the understanding of risk and doing risk profile. And we started to work a lot on awareness
in terms of disaster. And how did we manage to do that? It was basically, again, it was with a partnership. We couldn't do it alone. So we decided to engage. This is when we started engaging with UNDRR, and we had the very first program where we looked at the risk profile, loss data database for the region, and trying to help the countries to document their information on disasters, and also doing some capacity development for the island states of the Indian Ocean. Then again, there was this Swayarafi program from the World Bank. And this again came to strengthen the work that we were doing in the region, trying to bring investment, understanding why we need to invest in disaster risk reduction. And this gave us the opportunity to interact with the ministries of finance, looking at a broader scope of stakeholders, not only those involved in meteorology or disaster management, but also other sectors. That was the opening and the opportunity that was given for us to move a little bit more into really looking at DRR instead of just disaster response. And so far, I think we've been able to build a bit of capacity within the region to better understand disasters, to better understand the hazards, looking at the risk profile. And now we are heading towards improvement in the meta services, trying to see how best can we improve the capacity of meteorological services, how can we improve the capacities within the disaster response and management center, and also try to bring more coordination at national level. And to do that, we have one specific program, which is funded by the European Union, which is resilience building and disaster response management in the Indian Ocean. And it is a 6.5 million euro program, where we, again, it is partnership. The partnership is important. We are working with the UNDRR and as well as the Regional Intervention Platform, PIWA. They will be intervening later on. And IOC has a responsibility in sort of coordinating the whole action. And this is funded by the European Union. It is a 5-year program. And we're looking towards reducing how to reduce disaster and climatic losses in the region. And where possible, the objective as well is to improve DR understanding and governance capacity of island states and to strengthen the response capacity. So this is where we are at the moment, and with the partnership with UNDRR and the Europe and the PIWA. We have more programs coming up where we will be looking really at the capacity of the various meteorological services to look at climate services, and this will be done through the program that we will be implementing. That will be the HydroMet project, and again, focus will be on improving early warning systems in the region, and look at capacity building, and as well as information dissemination. Thank you. This is just basically what I wanted to share this morning. Thank you very much. That's what a journey, and it was really interesting and insightful to hear how you started from not working on that topic, then starting with disaster management and going gradually through preparedness, disaster risk reduction, and yeah, so what a progress. And as you mentioned, you know, before we were not doing, you had this trigger, you took action on it, and let's start with something and see how now the region and the Commission is deeply involved with now 6.5 million euros, one of the big project for the region. So congratulations for this journey, for this commitment. And now I would like to welcome one of the countries of our region. Alors, je vais passer en français parce que Monsieur Hamidi Souleh, le directeur de l'Observatoire volcanologique de Karthala des îles Comores, va intervenir.
et nous parler des dimensions de réduction des risques aux Comores. Voilà, merci. Je vous passe la parole, Monsieur Hamidi Soulé. Merci. Merci madame, merci, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir et un honneur pour moi de présenter le cas des Comores dans le cadre de cette journée de sensibilisation contre les tsunamis. Les Comores, comme vous le savez, c'est un petit État insulaire menacé par plusieurs aléas majeurs, dont, comme vous le savez, il y a le cyclone qui affecte régulièrement la région du sud-ouest de l'océan Indien, mais aussi un volcan actif qui est le Karthala, qui menace l'île de la Grande Comore surtout, plus particulièrement, mais aussi d'autres aléas liés au changement climatique tels que les inondations et les feux de brousse. Alors, le tsunami, bien qu'il soit moins fréquent, c'est un aléa majeur pour la région qui peut avoir un impact très important et qui peut être dévastateur sur plusieurs pays de la région. Alors, d'ailleurs, bien que les Comores soient éloignés du source de tsunami de Sumatra, mais ce tsunami avait entraîné, a été ressenti, avait entraîné des impacts, bien qu'ils soient mineurs sur l'ensemble de l'archipel, mais qui a été quand même assez ressenti, heureusement sans beaucoup de dommages, ni de dégâts matériels, ni de victimes. Alors, cependant, on peut constater que dans la région, d'autres sources de tsunami menacent notamment les Comores et peuvent avoir des impacts plus importants compte tenu de leur proximité. Alors, aujourd'hui, avec l'apparition du volcan sous-marin au large de Mayotte, ce menace de tsunami devient de plus en plus pressant avec des formes différentes qui ne sont pas encore étudiées ni imaginées. Donc, le tsunami risque d'avoir des origines, disons, un peu spécifiques dans la région. Alors, dans ce contexte, les Comores ont entrepris, avec l'aide de plusieurs partenaires, la mise en place de systèmes d'alerte précoce pour prévenir ces aléas et pour pouvoir contrôler ces aléas qui menacent le pays. Alors, s'agissant par exemple du système pour la surveillance du volcan Karthala. Alors, on dispose, par exemple, d'un système d'alerte précoce qui est renforcé ces dernières années avec l'appui du système des Nations Unies, plus particulièrement le PNUD, qui est constitué par des stations sismologiques qui sont télétransmises à temps réel avec un système d'acquisition qui permet de suivre quotidiennement l'activité du volcan et de prévenir d'éventuelles éruptions. Alors, pour les cyclones, la météo dispose d'un réseau avec l'appui, bien évidemment, avec l'appui du PNUD, toujours dans le cadre du projet Résilience. Il dispose d'un réseau de stations météorologiques automatiques avec 4 stations, dont le 5e est une station mobile qui peut être implantée, qui peut être menée à différents endroits où nécessaire pour recueillir les données. Avec ces systèmes d'alerte existants, on s'efforce de renforcer leur efficacité pour prévenir d'autres aléas. C'est ainsi que d'autres systèmes d'alerte sont en vue, notamment pour prévenir les inondations. Alors, ils sont en vue et pourraient voir le jour prochainement avec
dans le cadre de projets financés avec l'appui de l'ONU Habitat. Alors, pour finir, je voudrais souligner le fait que, bien que la menace tsunami soit peu important, mais les Comores ont pu se doter d'un plan d'alerte pour le système tsunami, donc d'un plan d'action pour la réponse au cas de risque tsunami, pour réduire l'impact au niveau humain de cet aléa s'il pourrait intervenir. Alors, ce système doit être renforcé dans les années à venir, compte tenu du contexte du volcan qui est en train de se développer à Mayotte et dont les conséquences ne sont pas encore connues et ne peuvent pas être maîtrisées pour l'instant. Donc, c'est pour cela que je fais appel à tous les partenaires pour que ce système soit renforcé, puisque c'est un aléa qui est tout à fait nouveau et qui peut avoir des impacts importants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Hamidi Soulé. Et je crois que nous continuerons la discussion parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, un aléa nouveau. J'aime beaucoup comment vous avez parlé le fait que nous sommes tous interconnectés. Et quand vous mentionnez que ce volcan actif sur l'archipel des Comores a aussi un impact potentiel dévastateur sur les autres pays de la région, alors qu'on pourrait penser qu'un volcan, bon, ben voilà, c'est plutôt dans la zone environnante. Donc, vraiment important ce travail ensemble que vous nous avez décrit et surtout de comprendre ensemble, hein, c'est ce que j'entendais de votre intervention, le risque. De penser ensemble l'alerte et bien sûr de travailler sur les mécanismes de réponse ensemble sur ces différents aléas. Donc, nous y reviendrons dans la partie de questions-réponses. Je vois déjà que les participants mettent des questions. Allez-y, n'hésitez pas. Nous avons prévu le temps, donc profitez de ce panel incroyable que nous avons ici pour résoudre tous vos questionnements et même avoir vos suggestions. Donc, thank you very much, Mr. Hamidi Soulé, for this intervention. I shift to English to welcome now Dr. Renganaden Virasamy, the Acting Deputy Director of the Mauritius Meteorological Services. Thank you very much, Doctor, for being here with us. And I hand over the virtual floor to you. Thank you very much for giving me this opportunity, and good afternoon or good morning to all those present during this meeting. So what I would like to do is I would like to share a bit about the experience of working from an operational perspective for a tsunami. So when we look at the local level, you start with, for example, I will take the example of the Mauritius Meteorological Services. Being an ISO certified institute, it has its relevant updated SOP to deal in case of a tsunami warning or even an earthquake. So as such, I think this is something that's a lesson learned that we can share with the other participants in the different countries around in how to build up those kind of SOPs. But even if you issue the warning, it won't be relevant if you don't have the other actors. For example, we have the National Disaster Risk Reduction Management Center in Mauritius and the other first responders. So we have to work into collaboration. So there's an institutional setup that helps us to communicate with all of them. And the most critical component is a community. You have to work a lot with the community. You have to tell them what they're really going to face beforehand so that they know during an emergency how to work with. Mauritius being a small island, I would say, located in the middle of the Indian Ocean, we are faced with, I would say, it's more dangerous for Mauritius, especially now when we consider climate change.
with the sea level rise that's occurring already in our region by more than 4 millimeters per year. So that means an additional volume of water is now present in our vicinity near our coast. And in case of a tsunami waves, that all that additional volume of water is going to come more inland. So you're already having some coastal erosion. You're having breaking up of natural, I would say, defense against seawater. Now you're going to have a sea level rise, and in case of a tsunami, so this is an additional risk for our region. Now, I would like to also thank Mr. Mika Ojido, which I had the opportunity to work in the past as an IOC officer. So this will tell you that working in isolation doesn't give good result. You have to work at a regional level, especially I'm happy to hear Madame Gina Bon intervention. So you need partners like the IOC Subcommission for Africa and Adjacent Island, the Commission de l'Océan Indien, SADC. So all these kind of partners, regional partners, will help us in a way to harmonize our status. And I would like to just give this statement, which is very, very much to my heart. It is, if you want to do any progress in DRR in the region for the future, it will depend how much you have invested now in the observation being carried out, how much sea level tide gauges you have put up, etc. And capacity building, you need information, you need the people to learn, you need the professional to get additional info. Moreover, I also work with the World Meteorological Organization. They have shown a lot of interest. They have, I would say, give a lot of opportunity to all the countries, especially the Met officers in the region, to get more opportunity to promote, to increase their knowledge so that we can provide better information to reduce loss in life and property. So we need that partnership at the global level, but also we need that public-private partnership, because this is not only going to affect the country, but all the economy. So it's very important that we have that public-private partnership. And in the Indian Ocean, during the last, I would say, exercise, we have been promoting the tsunami ready concept. This is a very important thing. And I hope that within the next 5 years, most of the country in our region are tsunami ready. Thank you very much for giving me this opportunity, ma'am. Thank you very much, Doctor, for your intervention in how you brought up the people, people who are actually the first affected. And also you mentioned to us how the community is the most critical component for effective disaster risk reduction and disaster management. In addition, of course, to the institutional setup that you mentioned. We hear again and again, and I will repeat it again and again, as your experience to all of you and yours, Doctor, is that working in isolation does not work. We need partners, and at the regional level. You mentioned the sea level increase, and today the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, was mentioning, it was his statement for the Tsunami Day, that rising sea levels caused by the climate emergency will further exacerbate the destructive power of tsunamis. So that's definitely the message for today. And we will ask you a little more after in the questions answer segment about this tsunami ready concept. So we'll get into more details. Sorry. Thank you very much, Doctor. Et maintenant, je passe en français pour donner la bienvenue à Monsieur Julo Herman Randiamanalina, qui est assistant technique à la CPGU, qui est la cellule de prévention et gestion des urgences de Madagascar. Monsieur Julo Herman Randiamanalina, je vous passe le micro virtuel. Oui, Amélie, est-ce que vous m'entendez?
Très, très bien. Par contre, je ne vois pas votre vidéo. Je ne vous vois pas votre vidéo que je voyais bien tout à l'heure. Oui, monsieur Ramdiamalaina? Oui, Voilà, ça y est. On vous voit et on vous entend très bien. Merci. Je vous passe la ok, parole. ok. Merci de m'avoir donné la parole. Donc, bonjour tout le monde. Dans le cadre de cette célébration de la Journée mondiale du tsunami, j'ai donc le plaisir de vous partager nos progrès en matière de la réduction des risques et des catastrophes, plus précisément l'amélioration de notre cadre légal et réglementaire de réduction des risques et des catastrophes à Madagascar. En fait, en 2003, nous avons la loi numéro 2003-010 relative à la politique nationale de gestion des risques et de catastrophes. Mais comme nous le savons bien que la résolution de la troisième conférence mondiale sur la prévention des risques et des catastrophes à Sendai en mars 2015 encourage les pays membres des Nations Unies à redoubler d'efforts pour renforcer la réduction des risques et des catastrophes. Notre gouvernement, avec l'appui des partenaires, a donc mis à jour notre politique et stratégie en de gestion des risques afin que ces notes de cadrage soient adaptés au cadre international du droit et notre contexte national aussi. Donc, la loi 2015-031 relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes a été donc ainsi promulguée le 12 février 2016 et la stratégie nationale de réduction des risques et des catastrophes au considérement le 13 septembre 2016. Ces documents sont les fruits d'une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes de la réduction des risques et des catastrophes à Madagascar, tant celle du secteur public se trouvant au niveau national et régional que celle du secteur non gouvernemental, comme les ONG, les projets et programmes, les systèmes des Nations Unies et les ligues financières de Madagascar. Donc, dans ces documents mis à jour, les stratégies d'adaptation et d'atténuation des impacts du changement climatique, ainsi que la résilience de la population face aux effets des réactions en exergue. Il y a aussi dans ces documents la décentralisation effective de la réduction des risques et des catastrophes à travers la participation de la communauté locale et la mobilisation du secteur privé et de la société civile, pour vous dire aussi que le gouvernement malagasy travaille en étroite collaboration avec les secteurs privés et la société civile. Par ailleurs, afin que la disposition normative et obligatoire de notre politique nationale en matière de réduction des risques et de catastrophes soit effective dans l'ensemble de notre territoire, le décret régissant son application a été aussi élaboré et adopté au sein du gouvernement en octobre 2019. Les textes portant l'organisation, le fonctionnement et attribution des entités œuvrant directement dans la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar, à savoir la cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences ou CPGU, Bureau de gestion des risques et des catastrophes ou BNG, ont été aussi élaborés et adoptés
afin de compléter le décret d'application de la loi sur la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes et pour renforcer aussi l'élémentaire du dispositif à mettre en œuvre dans les pays dans le but de bien planifier et de bien coordonner, de suivre les activités inscrites dans notre stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes. Le plan d'action de cette stratégie nationale a été aussi élaboré sous l'égide de la cellule de prévention et de gestion des urgences ou CPGU et du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes ou BNZRC, avec les apports des représentants des institutions et des parties prenantes dans le monde des IRC à Madagascar, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, les ONG, les secteurs privés, les systèmes des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers. Ce plan d'action de la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes décrit les logiques d'intervention et la mobilisation des ressources nécessaires pour que nos objectifs nationaux en matière de réduction des risques et des catastrophes fixés d'ici 2030 soient atteints. Donc, tout cela nous montre à quel point le gouvernement malgache, en collaboration avec ses partenaires, est engagé à mettre en œuvre un système national de gestion intégrée des risques et des catastrophes. La disponibilité de ces documents de cadrage nous permet aussi de mettre en cohérence et en synergie toutes les actions pour la réduction des risques, des catastrophes sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel et aussi sur le plan opérationnel. Donc, c'est dans ce sens qu'une campagne de vulgarisation de ces documents a été réalisée afin d'informer, de sensibiliser les acteurs, les responsables à tous les niveaux sur les réformes apportées sur ces documents et cela aussi pour avoir une meilleure efficacité dans leur action. Donc, plusieurs régions de Madagascar ont bénéficié de cette campagne de vulgarisation parce que nous le savons bien que presque dans tous les territoires de Madagascar est exposé aux risques climatiques. Avant de terminer mon intervention, permettez-moi de vous parler un peu sur la structure de la gestion des risques et des catastrophes. Des catastrophes comprend au stratégique et le niveau opérationnel. Le niveau l'élaboration et la mise à jour de la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes, ainsi que son plan d'action. Ce niveau stratégique regroupe le Conseil national de gestion des risques et des catastrophes, qui est CNZRC, qui est une structure de concertation de prise de décision au niveau national en matière de réduction des risques et des catastrophes. Donc, au niveau stratégique, il y a aussi la cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences, qui est une structure permanente d'appui technique rattachée à la primature, soutenant le Conseil national de gestion des catastrophes, le ministre de au niveau stratégique. Il y a la plateforme nationale pour la réduction des catastrophes qui sert un espace d'échange et de partage entre toutes les parties prenantes en matière de ces risques de catastrophes. Comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, les prenantes sont
les acteurs gouvernementaux, les ONG, les secteurs privés, les systèmes de Nations Unies. Quant au niveau opérationnel, ce niveau assure la coordination et la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes à travers l'élaboration des plans d'intervention et la mise en œuvre de toute activité de ces stratégies nationales sur l'ensemble de notre territoire. Donc, le niveau opérationnel regroupe le Bureau national de gestion des risques et de catastrophes, ou BNGRC, qui est la structure centrale opérationnelle de la gestion des risques de catastrophes à Madagascar. Et le BNGRC, au Bureau national de gestion des risques et de catastrophes, est rattaché au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Le BNGRC assure la coordination de la mise en œuvre de la stratégie nationale et il assure aussi la gestion du Fonds national de contingence. Au niveau opérationnel, il y a aussi le comité de réflexion des intervenants aux catastrophes, regroupant les acteurs humanitaires issus des ONG, les secteurs privés, les systèmes des Nations Unies, qui appuie le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes dans la mise en œuvre de ces activités, et surtout en période d'urgence. Donc, mesdames et messieurs, ainsi se termine mon intervention. Je vous remercie donc pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'assistant technique à la CPGU pour Madagascar. Et c'était vraiment intéressant que vous ameniez là une des composantes tellement essentielles de la gestion des risques et un des gros chantiers en fait auquel nous invite Sendai. C'est ce que vous avez appelé ce cadrage institutionnel pour vraiment l'appropriation et l'ancrage législatif de cette réduction des risques de catastrophes dans le pays pour que ça se passe réellement sur le terrain. On a besoin de lois, on a besoin de stratégies, on a besoin de plans d'action, de décrets, d'implémentation. Et j'aime beaucoup comment vous avez mentionné que ce cadrage apporte de la synergie et de la cohérence. Aussi, j'entends dans votre intervention que et aussi bien il faut un système institutionnel très clair et très structuré pour qu'il soit respecté de tous et puis qu'il puisse fonctionner. J'entends aussi du coup que suivant les pays, il peut y avoir des structures de réduction des risques différentes et l'important c'est qu'elles elles soient bien réglementées. Et vous nous avez apporté cette clarté entre la partie stratégique avec ces différentes entités et la partie opérationnelle. Et ça me fait une transition fabuleuse puisque nous avons la chance aussi sur ce panel d'avoir l'entité en charge de la réduction des risques de catastrophes au niveau opérationnel, le BNGRC, Bureau national de gestion des risques de catastrophes de Madagascar. Et pour le représenter, c'est le lieutenant-colonel Fabien Aritiana, coordonnateur général de projet. Mais mon colonel, je vous passe le micro virtuel pour votre intervention. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Amélie de cette introduction. Merci également à mon collègue d'avoir brossé globalement une première introduction concernant Madagascar. Aujourd'hui, effectivement, célèbre, pour ne pas dire un peu, on met en avant l'aléa tsunami afin de pouvoir attirer l'attention, afin de pouvoir se focaliser donc sur un aléa qui a fait des ravages lorsqu'il est survenu donc dans un bon nombre de pays en 2004, le 26 novembre 2004. Et à Madagascar, nous avons été impactés
et quelques vies même ont été perdues à ce moment-là à Madagascar. On n'a pas vraiment ici au BNGRC les chiffres officiels, mais c'est pour dire que nous avons renforcé, nous avons appris par rapport à cette expérience-là que on se doit de se préparer par rapport également à cette aléa. On dit toujours que Madagascar est exposé et très vulnérable au changement climatique. On parle beaucoup de Madagascar parce qu'on est dans une zone cyclogénèse. On en est conscient. Même si on est un pays, on va dire, à faible revenu, le fait qu'on fait face à beaucoup de catastrophes a fait la force de Madagascar. On a un capital humain qui est très fort et très résilient. On a pu, depuis, apprendre beaucoup de toutes ces catastrophes qui ne sont pas forcément les tsunamis avant, mais toutes ces catastrophes, les inondations, les cyclones, les éboulements, auxquels presque chaque année, les localités de Madagascar font face. Il ne faut pas oublier que une des conséquences des tsunamis, lorsqu'on le voit au niveau donc de la communauté et quand ça arrive ici à Madagascar, c'est presque comme l'inondation de la mer qui vient, le storm surge. Donc, c'est l'élevé de l'inondation par la levée donc, de la mer qui vient au niveau des côtes. Les recherches qu'on a fait que Madagascar recense à peu près 9 régions qui a une exposition à risque de tsunami modéré et 4 régions, à ce moment-là, étaient à risque faible. Mais avec ce que mon ami des Comores, que je salue ici, a dit tout à l'heure, par rapport donc à cette problématique au large de Mayotte, il y a également 4 régions en ce moment de Madagascar qui s'y rajoutent. Ces 4 régions qui sont à exposition faible sont désormais aussi montées à des niveaux à risque modéré au tsunami. À ce jour donc, Madagascar a 13 régions qui sont exposées au risque de tsunami et nous ne sommes pas du tout insensibles à cela parce que c'est déjà un peu plus de la moitié du nombre de régions ici à Madagascar, même si on dit que 10%, il y a une probabilité de plus de 10% qu'un tsunami susceptible de causer des dommages survienne au cours des 50 prochaines années. Notre force, comme je disais tout à l'heure, c'est l'expérience. Notre force, c'est le capital humain. On a investi sur nos communautés pour faire donc des systèmes d'alerte efficaces. On a investi sur notre structuration pour pouvoir remonter les informations et alerter à temps la population afin d'avoir donc les comportements adéquats par rapport au risque de tsunami qui pourrait arriver. Pour terminer, Madagascar n'a pas appris tout seul. Madagascar s'est enrichi également de nos amis des îles de l'océan Indien, de nos frères également de la SADC et de toute la famille de la communauté internationale. Toutes ces études, tous ces documents que vous partagez, tous les témoignages et tous les programmes et les projets que vous avez bien voulu mettre à disposition à notre pays a fait que nous nous les sommes appropriés. Nous nous les sommes ensuite adaptés
quelles sont les choses que nous pouvons mettre en œuvre ici à Madagascar. Et je pense que notre force, c'est d'avoir pu observer, vous écouter et maintenant adapter ce que vous nous avez appris pour que notre population soit le mieux préparée possible. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup, Colonel Fally, pour ce partage, cette intervention que je trouve aussi très touchante pour reprendre ce dernier point sur vraiment la façon dont, en fait, chacun d'entre nous, dans l'océan Indien, à Madagascar, dans chacun des pays de notre région, à l'international, comment dans ce moment même, je dirais, nous marquons tous une empreinte, une petite empreinte, notre goutte d'eau pour contribuer à ce que les pays les plus exposés puissent avoir ce cheminement de progrès que nous avons vu les dernières années sur l'océan Indien. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit au sujet du capital humain. Non, ce capital humain dans lequel vous avez investi à Madagascar et qui aussi, je pense que c'était important de le rappeler aussi, on se renforce après chaque crise quand on est capable, effectivement, comme vous le faites ici, d'intégrer la réduction des risques dans nos pensées, dans nos actions, dans ce que l'on fait. Et du coup, chaque crise, bien sûr, a un impact, a des douleurs et a des souffrances, mais aussi augmente la résilience quand on gère la catastrophe avec cette perspective de réduction des risques. Merci. Nous dirons un peu plus en détail là dans les questions sur cet impact tsunami dont vous nous parlez, ces pourcentages de probabilité, etc. On va revenir. Je vois qu'il y a déjà aussi quelques questions dans l'Assemblée à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup, Colonel Fally, et à tout à l'heure pour les questions-réponses. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Ezro Andango du Bureau météorologique des Seychelles, des îles Seychelles. Bonjour, Monsieur Ezro Andango. Je vous passe la parole. Le micro virtuel. Yes, good afternoon from Seychelles. This is Hezron speaking from the Seychelles Meteorological Authority. Good afternoon. Thank you for being here. Okay, it's a pleasure. So for Seychelles, our National Tsunami Warning Center is based at the Seychelles Meteorological Authority. So I'm basically going to give a few points on the status of early warning systems here with regards to tsunami. So number one is we basically have a fully functioning early warning system based at the National Tsunami Warning Center. Goes with all our forecasters who can run tsunami model and issue warnings to the DMO, that is the Disaster Management Office. So we are basically using a model, a tsunami model called COMET, that is a community model interface for tsunami. It is a tsunami tool that was developed by, funded by the UNESCO, but developed by the US after the 2004 tsunami. I believe probably most of us are aware of it. And we also have a couple of tide gauges that are installed within our waters to monitor sea level. But unfortunately, as at now, only one is working, one is in the right state. And I believe this was echoed by Mauritius. And this is one of our major challenge because we are not really able to monitor sea level rise well because we only have one tide gauge that is in the right state at the moment. Another point is we've also been participating in a couple of tsunami activities jointly with the UNESCO IOC. And this includes the yearly communication tests for
tsunami warnings, basically from the 3 tsunami service providers in Australia, Indonesia, and from the TSP, the tsunami service provider in India. And we also participate in the every 2-year IOWAVE exercises. The last one done last year, that was scaled down due to COVID. But the previous year, we also did IOWAVE 18, that was done up to community level. Also very important to note is that we have a fully functioning SOP with the information flow from tsunami service providers, the 3, down to us, the National Tsunami Warning Center, and also information flowing down to the DMO, that is the Disaster Management Office. And we also have public awareness, tsunami public awareness activities that's been including school visits, just to sensitize the students on matters tsunami, and also some bit of press releases in major dailies, like for instance, today, the World Tsunami Awareness Day, we've done a press release on the same. And finally, we are working on the Tsunami Ready program. And we hopefully believe that in the next few years, we will be tsunami ready, just to make sure that we are all in the right state. And that's all from the Seychelles. Thank you. Many thanks for sharing this experience of the Seychelles. And I would like to highlight 3 really interesting points that you mentioned is the SOPs, the importance of the SOPs. You know that they are fully functioning, because indeed we can have the warning system, we can have a lot of things, but what do we do when we get the alert? No? And you mentioned how these SOPs include from the top to the community level, and that's so important. I would like to highlight also your mention of the schools, the work in the schools. We know that children and youth can be an excellent vector of information within the families. So in addition to the exposure, they are also excellent communicators within the communities on what to do and what is happening. And communication, no? And how it's an inspiring action in, for example, today to issue a press release, because that's how we are, no? Sometimes we forget quickly about disasters, and so the fact that we communicate on these international days to the general public helps to maintain this awareness and discussion about what may happen. Thank you so much. So this was the first part of our panel discussion with national and regional representatives. And now I'm really delighted to listen to all this, to some of these partners that you all mentioned in your intervention. Partners from the United Nations, partner from regional initiatives with different organizations, partners from the private sectors, partners who've helped the region and each of these countries to build up the capacity and the resilience. So I would like to start with Madame Oriane Denis-Loupeau, who is a program analyst. She's from the UNDRR Regional Office for Africa, and especially for the cruise project on the Southwest Indian Ocean. So Oriane, the floor is all yours. Je vous remercie Amélie pour cette introduction. Donc oui, comme vous l'avez dit, aujourd'hui je vais vous présenter rapidement le projet Cruise avec quelques slides, si vous me le permettez, qui s'intitule Soutenir la coopération régionale pour renforcer les systèmes de prévention opérationnelle et d'alerte précoce multi-aléas au niveau national dans le sud-ouest de l'océan Indien.
Il s'agit donc d'un projet de l'initiative CRUISE qui est mis en œuvre conjointement par l'Organisation mondiale de la météorologie, la Banque mondiale et l'UNDR, et qui sont les trois partenaires de mise en œuvre de l'initiative CRUISE. Ce projet couvre donc des pays du sud-ouest de l'océan Indien, 5 pays en particulier, que sont les Comores, Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, ainsi que le Mozambique. Et enfin, il s'agit d'un projet dont la mise en œuvre s'étend sur 5 ans et dont la mise en œuvre a débuté en 2020 et qui se terminera en 2025. En termes d'objectifs du projet, il y a un objectif principal qui est de renforcer la capacité d'adaptation et la résilience climatique des communautés et des secteurs économiques, donc dans les pays qu'on a cités précédemment. Et cet objectif principal se subdivise en 2 objectifs plus spécifiques qui se situent à 2 différents niveaux. D'une part, un objectif au niveau régional qui est d'améliorer les cadres de coopération régionale pour la prévision du climat et de la météo. Et d'autre part, un objectif plus là au niveau national qui est d'appuyer la diffusion, la planification d'urgence, les capacités de réponse dans les pays bénéficiaires de la région. Et enfin, comme je l'ai dit, ce projet est mis en œuvre par 3 entités qui sont parties de l'initiative CRUISE, donc l'OMM, la Banque mondiale et l'UNDR. Et en tant que partenaire de mise en œuvre, l'UNDR est responsable de la mise en œuvre du résultat 7 du projet qui vise à l'harmonisation des indicateurs pour mesurer l'efficacité des systèmes d'alerte précoce dans la région. Nous, à l'UNDR, notre action se situe plus au niveau régional et donc nos activités se déclinent en 3 grandes activités principales qui seront menées principalement au niveau régional avec bien sûr les pays bénéficiaires qui sont les suivantes. En premier lieu, nous aurons des activités de formation sur l'utilisation d'indicateurs qu'on appelle personnalisés, donc d'indicateurs un peu choisis, sur l'objectif G du cadre de Sendai, qui est relatif au système d'alerte précoce. Et cette composante du programme est en réalité attachée à un projet au niveau global, encore une fois, de l'initiative CRUISE, qui visait à définir des indicateurs complémentaires à ceux déjà existants pour la mesure de l'objectif G du cadre de Sendai. Donc, il y avait déjà depuis quelques années 6 objectifs qui avaient déjà été, 6 indicateurs qui avaient déjà été définis. Et depuis 2 ans, l'OMM, l'UNDR et les partenaires, notamment gouvernementaux, je crois que l'île Maurice et les Seychelles ont fait partie, par exemple, des discussions, ont travaillé tous ensemble à définir des indicateurs complémentaires qui viseraient à vraiment mesurer l'efficacité des systèmes d'alerte précoce. Et donc, les indicateurs complémentaires viennent d'être finalisés au niveau global. Donc, nous allons pouvoir, dans le cadre de ce projet dans le sud-ouest de l'océan Indien, commencer la discussion et les formations sur ces nouveaux indicateurs. Et ensuite, les 2 autres activités prévues dans le cadre de ce résultat sont d'une part le développement d'une communauté de praticiens sur les procédures opérationnelles normalisées, ou SOPs en anglais,
pour définir une approche, peut-être du moins discuter et favoriser la définition d'une approche régionale des systèmes d'alerte précoce. Et en dernier lieu, il s'agira d'appuyer les pays de la région afin qu'ils participent donc aux discussions régionales sur les procédures opérationnelles normalisées au sein de différents forums qui sont disponibles au niveau continental, que sont le groupe de travail africain sur la réduction des risques de catastrophe et la plateforme régionale africaine sur la réduction des risques de catastrophe. Donc voilà, c'était une introduction rapide à ce projet et à ses principales activités que l'UNDR commencera à mettre en œuvre très prochainement, puisque nous avons désormais les indicateurs qui ont été définis. Et si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur le projet, je vous invite à consulter la page qui est en lien sur ce dernier slide et qui est disponible sur le site web de l'initiative CRUISE. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Oriane Delis-Lupo. Et vous avez repris ce qu'on a mentionné avant, les SOPs, l'importance d'avoir ces SOPs. Et là, vous avez amené la dimension régionale. Maintenant que nous avons écouté chacun des pays, l'avancement des travaux et des réalisations sur les systèmes d'alerte, comment est-ce qu'on peut aussi régionaliser l'approche et mesurer l'efficacité. Donc, vous nous amenez aussi toute cette dimension indicateur, tellement importante, tellement difficile à établir ces indicateurs, mais absolument nécessaire pour qu'on puisse vraiment valoriser l'état de notre préparation. Donc, merci beaucoup et merci beaucoup pour le lien que nous irons consulter donc, sur le CRUISE. Je voudrais donner maintenant la parole à Madame Zoé Trévisan, qui est en charge du département de réduction des risques de catastrophe pour la plateforme de l'océan, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, la PIROA. Donc, Madame Zoé Trévisan, nous sommes toutes oui et merci. Alors, nous voyons la présentation, je ne vous entends pas. Voilà, oui. Ça y est. Bonjour, merci pour l'invitation à cet webinaire. Bonjour à toutes et tous. Je vous présenterai aujourd'hui un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à la PIROA, que c'est la sensibilisation des populations à la réduction des risques de catastrophes. Et comment cette action de sensibilisation des populations et la connaissance des risques peut et doit renforcer l'efficacité des systèmes d'alerte précoce dans la zone du sud-ouest de l'océan Indien. Alors, comme vous le savez, la PIROA, c'est la plateforme régionale d'intervention de l'océan Indien de la Croix-Rouge française. On intervient dans différents pays que vous voyez dans la cartographie. On a l'Union des Comores, Madagascar, Maurice, Mozambique, les Seychelles et la Tanzanie, aussi que les territoires français de Mayotte et la Réunion. La PIROA mène un programme régional de coopération et gestion des risques des catastrophes. Donc, on intervient dans tous les cycles de gestion des risques des catastrophes, dès la prévention jusqu'au relèvement. Mais aujourd'hui, je vais faire un focus particulier dans la prévention et notamment dans les actions de sensibilisation et éducation à la réduction des risques des catastrophes. Comme vous le savez, un système d'alerte précoce efficace passe pour 4 étapes. La connaissance des risques, donc l'analyse des risques, un service de veille technique et d'alerte, notamment le travail des techniciennes, et la communication et diffusion de cette alerte auprès des populations. C'est dans ce troisième point que je voudrais mettre l'accent aujourd'hui.
Et bien sûr, un quatrième point, le dernier, c'est la capacité efficace, de réponse efficace à niveau communautaire. Dans la zone d'intervention de la Piroie et dans le sud-ouest de l'océan Indien, on a plusieurs petits États insulaires en développement qui sont particulièrement exposés au risque des tsunamis, comme on vient de voir notamment pour les collègues de Maurice et des Seychelles. Notamment, excusez-moi, il y a un avion qui passe. Voilà, notamment en raison de l'érosion côtière, de la densité des populations et l'urbanisation, ce risque est plus fort donc, dans les petits États insulaires de la zone. C'est pour cela que la Piroie travaille aussi dans la prévention et la réduction du risque tsunami. Même si un niveau d'impact des fréquences, ce n'est pas le plus important pour les pays du sud-ouest de l'océan Indien. Mais c'est vrai que c'est un des aléas les plus dangereux. Donc, pour ce qui concerne les actions de la Piroie, les risques de tsunami est intégré dans une approche plutôt multirisque de réduction des risques de catastrophes. Et cela est fait à travers particulièrement la sensibilisation des populations et l'éducation des enfants à la réduction des risques. Donc, l'objectif des interventions de la Piroie dans ces volets, c'est augmenter la connaissance des risques et augmenter renforcer une culture des risques à niveau local autant que national, mais aussi régional. Pour faire cela, on a une méthodologie commune qui est adaptée au contexte de chaque pays de la zone. Et notamment, on est spécialisé dans la création d'outils pédagogiques, des sensibilisations communautaires, mais aussi scolaires. Dans les dernières 10 ans, la Piroie a mené 18 projets dans la zone de réduction des risques de catastrophes, en bénéfice de plus de 155 000 personnes. Et les programmes de réduction des risques de catastrophes et d'éducation au risque sont intégrés dans les curriculums scolaires de plusieurs pays, notamment Maurice, Seychelles et aux Comores. Je voulais porter aujourd'hui un exemple, c'est un des outils, c'est l'exemple les modules qui est intégré aux classes primaires à La Réunion, à Mayotte bientôt, aux Comores, à Maurice et aux Seychelles. C'est un module à destination des élèves de la première. On a différents chapitres, l'introduction au risque des tsunamis, comment les tsunamis se manifestent, quels sont les signes précurseurs des tsunamis, comment on peut reconnaître l'arrivée d'un tsunami, un historique des risques dans les pays et quelles sont les mesures adoptées face à un alerte tsunami ou à un tsunami en cas d'absence d'un système d'alerte précoce. Et ces cahiers, ces modules est accompagné d'un cahier d'exercices avec différents exercices pratiques sur les risques. On a aussi des autres types d'outils, de jeux pédagogiques, de la fabrication des maquettes tsunami qui sont proposés aux élèves et aux professeurs. Un autre exemple de ce qui peut être fait à niveau de connaissance de risque à destination de tout public, mais dans ces cas-là, on a ciblé un public adolescent. Récemment, on a développé un jeu numérique, un video game, sur les risques cycloniques, cette fois-là, sur le système d'alerte précoce lié au risque cyclonique à La Réunion. Mais c'est un exemple qui pourrait être décliné, bien sûr, pour les risques tsunami. Je veux essayer de vous partager une petite vidéo de quelques secondes. J'espère que ça va marcher. Hop. Vous me dites si vous entendez les sons ou pas. Alors, je vois, mais j'entends rien pour l'instant.
Bon, j'entends pas le son, mais je pense que c'est très bien comme ça aussi, hein. On arrive bien à imaginer le jeu. D'accord. Vous n'avez pas entendu le son du coup. C'est pas grave parce que c'était une petite musique d'accompagnement. Mais de toute façon, vous avez pu voir dans ces brèves vidéos, en fait, les jeux, le video game amène les joueurs à adapter des gestes face à chaque alerte, chaque phase d'alerte pour les risques cycloniques. Donc, on a la phase des pré-alertes, la phase d'alerte orange, rouge, violette et enfin la phase de sauvegarde. Logiquement, c'est basé sur les systèmes d'alerte, les couleurs et les consignes données prévues à niveau de la réunion. Mais ces jeux pourraient être adaptés à n'importe quel pays, n'importe quel système d'alerte et aussi n'importe quel risque, notamment les risques de tsunami. Donc, c'est un exemple d'un outil efficace de sensibilisation à destination plutôt d'un public jeune, adulte, adolescent. Comme j'ai dit, la durée de la conception de ces jeux a été de 3 mois. Et après seulement 10 jours de lancement du jeu dans les plateformes Android et iOS, on a déjà eu 1200 téléchargements presque. Je vous partage aussi des QR codes si vous voulez scanner avec votre smartphone. Je suis sûre que vous l'avez à côté de vous dans votre bureau. Moi, j'en ai au moins 2 à l'approche. Si vous voulez scanner les QR codes, vous pourrez télécharger les jeux et jouer les jeux. Et je vous invite également à nous faire parvenir votre feedback, votre retour pour améliorer cette première application sur les systèmes d'alerte précoce cyclonique à La Réunion. Merci beaucoup pour votre attention et je vous invite à me contacter ou poser des questions si vous avez des questions ou des besoins spécifiques dans votre institution, pays ou dans le cadre de vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Zoé Trévisan. Alors, ça y est, hein, je suis en train, on ne voit pas avec mon écran virtuel, mais je suis en train de downloader. Donc, ce soir, activité familiale autour de l'application Kiroy. Merci beaucoup. Et merci de nous amener aussi quelque chose qui fait tellement la différence dans la préparation, c'est d'utiliser le jeu, d'utiliser le vecteur des jeunes, des moins jeunes, et de la famille, aussi de l'unité familiale autour du jeu et puis autour des technologies de nos jours qui sont les jeux virtuels. Et puis, voilà, donc ça, cette importance de travailler avec les enfants et de tout l'aspect que vous nous avez rappelé déjà les 4 étapes, hein, merci, parce que des fois quand on est à fond là-dedans, on oublie de bien vérifier que chaque étape est bien remplie, mais de la communication et la diffusion de l'alerte. Quand vous avez parlé des outils que vous utilisez, j'aime bien cette approche dont on parle tous depuis le début, régional, tous ensemble, et vous nous parlez de méthodologie commune et adaptée. Voilà, ce n'est pas qu'on travaille parce qu'on travaille comme région, parce qu'on a plein de points communs. Mais voilà, on a besoin d'adapter chacun de nos outils à nos circonstances, à nos cultures sociales et à nos façons de travailler. Donc, merci beaucoup pour cet échange et j'accueille notre dernier panéliste qui représente ici donc le secteur privé, un secteur privé très impliqué dans l'humanitaire et dans la réduction des risques de catastrophe. Monsieur Viu Razafindrakoutou, qui est le responsable partenariat et programme de la plateforme humanitaire du secteur privé à Madagascar. Donc, merci, Monsieur Viu Razafindrakoutou. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, Amélie, pour l'introduction. J'aurai l'initiative pour pouvoir vous présenter généralement
Les activités de la plateforme humanitaire du secteur privé ont ce jour de célébration internationale de la prévention des risques de tsunami. Donc, les conséquences des catastrophes sont vécues à tous les niveaux de la société, impactant que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé. Donc, par conséquence, tous les secteurs auront un rôle à jouer dans l'engagement à la gestion des risques et des catastrophes, ainsi que dans la lutte contre ou l'adaptation au changement climatique. Dans un pays insulaire comme Madagascar, nous sommes l'un des plus vulnérables par rapport à divers aléas, dont le cyclone, bien évidemment, les inondations ou éboulements. Il y a aussi les sécheresses et épidémies, et notamment tout ce qui est lié au tsunami et séisme. Dans ce contexte, nous pourrions dire que les activités qui rentrent dans le cœur de métier du secteur privé sont souvent exposées aux divers risques naturels ou anthropiques, et que le secteur privé devient naturellement un enjeu pouvant être affecté et qui peut affecter aussi le développement des affaires et de l'économie à l'échelle locale et nationale. Cependant, avec un intérêt et une capacité considérable, le secteur privé à Madagascar possède le potentiel, que ce soit des potentiels financiers, en nature et expertise avec l'utilisation des technologies innovantes qu'on utilise dans le cadre de nos activités pour pouvoir contribuer aux diverses activités et projets initiés par les acteurs humanitaires traditionnels dans la gestion des risques et des catastrophes. Toutefois, il est toujours primordial de s'aligner aux principes fixés dans le cadre d'action de Sendai 2015-2030, ainsi que la structure nationale de la gestion des risques et des catastrophes à Madagascar à travers sa politique nationale de gestion des risques et des catastrophes, et ainsi que les diverses stratégies y découlant. Dans cet élan, on a pu aussi mettre en place donc, la plateforme humanitaire du secteur privé à Madagascar depuis l'année 2014, que je tiendrai vraiment à remercier le gouvernement à travers le BNGRC et la CPGU. Il y a aussi le système des Nations Unies à travers l'UNOCHA et les autres partenaires d'avoir pu appuyer cette initiative. Concrètement, la plateforme humanitaire du secteur privé, c'est tout d'abord une association d'entreprises ayant leur siège ou représentant à Madagascar et qui travaillent avec initiative avec les acteurs humanitaires traditionnels afin de renforcer l'engagement du secteur privé dans la réduction des risques de catastrophes, mais notamment aussi dans tout ce qui est activités liées à la préparation et à la réponse aux urgences, et ainsi qu'aux activités de relèvement précoce et à activités ayant attrait à la résilience à Madagascar. Cette initiative du secteur privé s'est déjà illustrée par de nombreuses activités. Je mentionnerai tout d'abord tout ce qui est au niveau stratégique. La PSHP et ses membres, les entreprises membres, ont pu participer activement avec les partenaires à travers plusieurs ateliers, que ce soit des ateliers nationaux, que ce soit des ateliers locaux, relatifs au renforcement du système de gestion des risques et des catastrophes à Madagascar. Il y a plusieurs plateformes, dont Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, dont la PSHP est membre. Il y a aussi la mise à jour de divers types de plans de contingence dont nous ayons pu faire sortir nos idées, nos impressions sur tout ce qui est engagement du secteur privé à travers ces plans. Mais aussi, on élabore au niveau interne des outils permettant de protéger les affaires des entreprises, notamment les entreprises, les petites et moyennes entreprises membres, et ainsi que de protéger la vie des collaborateurs à travers la mise en place des plans de continuité des activités, par exemple, ou des plans de contingence interne à la PSHP, ou même des outils améliorant le système d'alerte précoce des entreprises membres de la PSHP. Au niveau international, on est aussi membre
de la Connecting Business Initiative, qui est un réseau international regroupant plusieurs entités humanitaires émanant du secteur privé, comme le nôtre, ayant pour but donc de partager les expériences, partager aussi les acquis à travers plusieurs pays et d'organiser des webinaires, des réunions pour pouvoir savoir qu'en est-il de Madagascar par rapport aux autres pays en matière d'engagement du secteur privé. Au niveau opérationnel, la PSHP travaille en complémentarité avec les acteurs humanitaires dans les réponses aux catastrophes, que ce soit des catastrophes d'origine naturelle engendrées par les cyclones et inondations, comme le cas du cyclone Enao qui s'est passé en 2017 ou du cyclone Belina en 2019. Il y a aussi les catastrophes d'origine anthropique, comme les incendies de ville, mais aussi biologiques, de nature biologique, face aux diverses épidémies qui se sont succédées à Madagascar, notamment tout ce qui est épidémie de peste, rougeole ou bien sûr la COVID-19. Notre approche en groupe sectoriel ainsi que notre mise en place des points focaux au niveau local de la PSHP améliore aussi notre intervention au niveau des localités qui sont généralement impactées par les divers types de catastrophes. Dans les activités reliées à la gestion des risques et des catastrophes et humanitaires, dans l'engagement du secteur privé, l'expérience que je pense vraiment essentielle à partager est de retenir 3 grands points. Tout d'abord, il y a la coordination à travers les informations et les données fournies par les partenaires et qui seront partagées par l'équipe de coordination de la PSHP. À ce titre, les entreprises seront mieux orientées sur les prises de décision cruciales pour la contribution des activités de réponse ou des activités liées à la réduction des risques de catastrophe à travers leur responsabilité sociétale des entreprises. Deuxième point, il y aura la complémentarité à travers les partenariats publics et privés. Ce mot prend tout son sens lorsqu'on constate qu'à Madagascar, le secteur privé et les acteurs humanitaires traditionnels, avec le gouvernement, les Nations Unies, les ONG, ainsi que les représentants des organisations de la société civile, qui travaillent main dans la main et en étroite collaboration afin de partager une même vision, c'est d'aboutir à une meilleure réaction ou proaction dans les activités liées à la gestion des risques de catastrophe et du développement durable de Madagascar. Enfin, il y a aussi l'intégration de la gestion des risques de catastrophe dans les activités quotidiennes du secteur privé, avec un peu plus d'impact positif au niveau des communautés ou des collaborateurs de la PSHP. En parlant maintenant à propos des défis et perspectives, moi je pense qu'être sensibilisé à l'existence des aléas très soudains comme le tsunami et de pouvoir améliorer la préparation face à cet aléa avec les parties prenantes et tous les secteurs concernés, ce sera vraiment un défi qu'on devrait mettre en œuvre ou mettre en place ici à Madagascar, parce que nous savons tous que l'occurrence de l'aléa tsunami est certes moindre, mais les désastres à engendrer peuvent être vraiment incommensurables. Il y aura aussi le renforcement des capacités des acteurs humanitaires à propos de cet aléa à travers les exercices de simulation spécifiques comme le tsunami, qui pourraient être aussi mettre sur place. Et enfin, au niveau vraiment sur l'expansion des activités du secteur privé en matière humanitaire au niveau de l'océan Indien, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir sur la manière d'étendre cette plateforme ou de proposer une alliance humanitaire réunissant le secteur privé de l'océan Indien et dont nous avons déjà eu l'initiative de consulter au préalable durant l'année 2018 avec quelques entités à l'île Maurice. Ce serait vraiment un grand bien pour le secteur privé au niveau de l'océan Indien de pouvoir partager leurs acquis et leurs expériences et d'étendre aussi les activités, que ce soit au niveau stratégique, que ce soit au niveau opérationnel, de voir à quel point le secteur privé est engagé dans tout ce qui est gestion des risques de catastrophes ainsi qu'humanitaire dans l'océan Indien.
Ainsi s'achève ma présentation. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention et puis de nous amener cette perspective du secteur privé, je dirais avec 3 casquettes. Hein. On oublie, et bon, de moins en moins bien heureusement, mais que le secteur privé est affecté par les catastrophes. Donc, de la capacité considérable aussi de ce secteur privé. Hein. Vous avez parlé au niveau financier, au niveau de l'expertise, au niveau de technologie, au niveau des ressources humaines. Et son rôle, sa casquette d'acteur de résilience et de récupération. Parce que qui, si ce n'est le secteur privé, l'activité économique, pour pouvoir se relever et reconstruire. Vous nous avez aussi parlé combien les partenaires se doivent de respecter le cadre de Sendai et le cadre national hein, dans lequel ils interviennent. C'est un rappel important. Et vous nous avez offert ces 3 principes fondamentaux de coordination, complémentarité et intégration. Donc, merci beaucoup pour toutes ces ouvertures et puis aussi les défis et perspectives que vous nous avez amenés et cet appel hein, que j'entends comme un appel au secteur privé de la région de aussi s'asseoir ensemble et de discuter comment vous pouvez capitaliser sur les acquis et les expériences de chacun au niveau régional. Et je me permets de mentionner, il y a quelques semaines, j'étais sur un webinaire de UNDRR sur le secteur privé en Afrique et la plateforme de Madagascar, hein, la plateforme humanitaire du secteur privé de Madagascar est citée vraiment comme un exemple et comme un appui, je crois, à plusieurs pays pour monter leur propre plateforme du secteur privé pour que ce secteur privé soit impliqué à part entière et comme il le mérite et comme il le veut dans ces domaines-là. Donc, merci beaucoup, chers panélistes. Franchement, moi, je passerai la journée entière à discuter avec vous. J'ai une tonne de questions, d'approfondissements que je voudrais faire. En voyant l'heure qu'il est, j'ai envie de prendre les questions des participants, de vous les offrir et qu'on les discute ensemble. Et ensuite, je passerai ensuite la parole à Monsieur Amjad Abachar pour clôturer notre événement. Et je voudrais rassurer déjà nos participants, nos panélistes et nos speakers, mais aussi ceux qui nous écoutent. Restez connectés sur Twitter, sur LinkedIn, avec UNDRR, avec chacun de nos panélistes, mais je dirais UNDRR est très actif sur les réseaux sociaux. Continuez avec vos questions, continuez le dialogue. Il y a beaucoup de choses qui sont partagées et qui nous permet de maintenir cette conversation. Alors, je vais prendre les questions des participants. Je vais vous demander, chers panélistes, de lever la main si vous voyez que vous avez envie de répondre à cette question, vous avez quelque chose à amener. Je vois une première question. Is there... Alors, nous avons traduction en français et en anglais, donc on utilise la langue qui est la plus confortable pour chacun. Is there any tsunami vulnerability index for the Indian Ocean? Donc, ça, c'est une question d'une personne du public. Donc, comme j'avais entendu Monsieur Mika Odido et ainsi que le lieutenant Fall faire référence aux probabilités et aux index, est-ce qu'il y en a un des deux ou les deux qui voudrait répondre à cette question? En termes d'index de probabilité. Oui. Thank you for giving me. Okay, thank you for giving me the floor. In terms of vulnerability index, I don't think there's any established index for vulnerability. But what has been done in very many coastal areas along the Indian Ocean is to develop vulnerability maps, coastal inundation and vulnerability maps, which assist in identifying which areas are more prone to be impacted on by tsunamis. So index as such, I don't think so. I'm not aware of that index. But for most of the coastal areas of the Indian Ocean, already vulnerability maps have been developed.
Okay, thank you very much, Mr. Odido. And I see Lieutenant-Colonel Fally, vous avez des éléments? Thank you. In addition to that, I think as far as Madagascar concerned, we have taken into consideration the report about Madagascar in the website of GFDRR, which is funded by World Bank. Sorry. This is one of the main, let's say, sources of what I said. Since here in Madagascar, even if we have already done community vulnerability and risk mapping at a very local level, how the community feel the risks, the research or the probability and statistics that I've just said. The source is, I will take care. I will put the link in the chat. Thank you very much. Thank you very much. And yes, thank you for sharing the link. We have two questions around culture. So let me put the two questions here in, and please raise your hand. So it's how local culture influences disaster recovery, and what role does cultural competency play in disaster management, especially in Africa? So who would like to answer from the people who mentioned especially their work at community level with people? How have you seen that the cultural has influenced risk reduction or recovery? Lieutenant-Colonel Fall, oui, à vous la parole. Merci. I think here in Madagascar, one of the specificity is we have a very oral tradition. At the community level, people really like to transmit the generation by generation, the grandfather to their grandson and grandchildren, what they lived some more years ago. And then through these, let's say, tradition of oral tradition, there is some, let's say, lesson learned that the parents, that the grandparents give to their children and their son. And then I think it's a kind of a very good and interesting activity that we have already seen that works a lot at the community level. For example, they say they will know for the coming cyclonic season just by seeing how the floration of trees, of those fruit, the fruit for the coming cyclonic season, will there a very high level of floods or not? They will have this kind of tradition, which is very interesting. Thank you. Thank you so much for this sharing. I will take the last question. This is, I'm curious to find out how youth in Madagascar and other island nations in Africa are involved in tsunami awareness information dissemination training. So we had already some information here by various panelists. I don't know if other countries want to share. We had Piroy who shared the specific products they have. I see Dr. Renganaden, Virashami, please. Yes, thank you.
So thank you very much. So to answer that question, I would say that the youth play an important role because they are going to be shaping our future. So as it is in Mauritius, the youth are very much involved. Actually, as from the primary level, the curriculum, the school curriculum, do have a component dealing with disaster. And they are like involved in simulation. For example, there are simulation done for flood or for low-lying areas with regard to tsunami. And this is where we educate our youth toward becoming disaster resilient. And I think this is something which is done all around the island. But thank you. Thank you very much, Doctor. I would like to pass the floor to Monsieur Julo Herman Ranjamalanin. Oui, on vous entend pas, Monsieur. Monsieur Julo Herman Ranjamalanin, vous êtes encore en... Voilà, c'est bon. Oui, merci. Juste un petit partage par rapport à notre expérience sur l'intégration de la réduction des risques et des catastrophes au niveau des collèges. Nous avons eu une collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, avec nos partenaires, sur l'intégration de la réduction des risques et des catastrophes au niveau des collèges, parce que, comme nous le savons bien, que les enfants et les jeunes sont les vecteurs de transmission de messages. Donc, on a travaillé sur on a élaboré un document, un manuel élève et manuel enseignant pour intégrer la réduction des risques et des catastrophes dans le programme scolaire. On a déjà fait une évaluation sur l'utilisation de ce document-là et après notre évaluation, on voit que les élèves, les jeunes connaissent bien les comportements à faire en cas de passage des aléas. Donc, je pense que cet processus-là va continuer pour renforcer la réduction des risques et des catastrophes à Madagascar. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vois la main de levée de Monsieur Villou. Ça va être la dernière intervention que je prends. Merci, merci Monsieur Villou Zarafine Drakutu. La parole est à vous. Okay, thank you very much, Amélie. If I can add what Julio answers about the question about the involvement of the young people here in Madagascar, about the awareness about the hazards. Young people here in Madagascar are very active in social medias instead of Facebook, for example, or Instagram. So there are many entities which are involved in this social media. If I can take an example as the Malagasy Youth for the Sustainable Development of Madagascar, they are very involved this kind of information about how the young people can disseminate, can be informed about the situation of all hazards, like the tsunamis, like the cyclone, for example, and this page can organize every day some discussion on how the young people here in Madagascar can find how is the better activities to do in the preparation, in the emergency responses, or in the early recovery, for example. So this can have an add value
for a proposition. If we can be on some workshop, for example, we can make in place the representative of the young people and their ideas in this kind of workshop. And I think that we are very advanced on how young people are very involved in such of kind of disasters like cyclone and tsunami. Thank you. Thank you so much for this input. So now time to closure. We have a request to get the recording of the presentation and the translation. So I hand over to UNDRR this request. Also check the chat. There is the link to register to the Africa Regional Platform for Disaster Risk Reduction from 16th to 19th of November. There is also a request, please, to develop an Indian Ocean countries Tsunami Vulnerability Index. There is the link by Lieutenant Colonel Fali on the research that he mentioned. And we also have the link towards the cruise project. So Mr. Amjad Abashar, can I give you the floor, the virtual floor for the closure of this really inspiring program. Thank you very much. Indeed, Billy, indeed inspiring, you're right. Thank you very much for this opportunity. I only want to take 2 minutes to maybe just highlight some themes that I think were provided directly or indirectly through the various speakers and distinguished speakers. I think, you know, I was struck by the importance of having regional and national cooperation and regional and national communication. I think there's a lot of similar disasters and similar risks and hazards that are affecting the IOC region and the countries along the coast. So I think the issue of transboundary cooperation as well as regional cooperation as represented by the IOC, SADC, and to some extent the PIROI setup, I think is critically important. I was very struck also by the link of climate change to increasing the risk of tsunamis, and I think a number of speakers spoke about the increasing sea level rise and how it can increase the devastation of tsunamis if should they affect the southern African hemisphere. I was very pleased with some of the policies and strategies for disaster risk reduction and the importance of having a multi-hazard approach to them. I think some of the countries mentioned that. I believe Madagascar spoke a lot about laws and strategies that they're doing for disaster risk reduction. It's quite impressive and very important related to Target E of the Sendai framework. The early warning system is critical. I think one of the important areas that we were discussing or the purposes of this get together was to ensure that the early warning systems benefit from innovation and from technology. And I think, you know, we need to work on that more. UNESCO and other partners can help in developing or supporting the transfer of technology to ensure that early warning systems are impactful. The sectoral, the need to include all sectors, it came out a lot. It's not just, you know, we cannot work in silos, so it's important to ensure all sectors and including the private sector, which was mentioned by a number of partners. The issue of data and risk knowledge, of course, is mainstream throughout what I just mentioned, including sensitization and the role of SOPs to ensure that information flows are mainstreamed and that they are impactful and can be used not only by the managers and the authorities, but also by the communities themselves. So I just wanted to stop here, but maybe just to add one more thing that's similarly related, because I do remember some discussions about the importance of infrastructure and structures, ensuring that we have resilient infrastructure. And I just want to alert that, you know, UNDRR is managing the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. And this is a global coalition, and I believe Mauritius is part of that. So I would encourage Madagascar and Seychelles to look into that, because it's going to, the idea behind it is to provide support to analyze or assess our infrastructures
and with a view to making them more resilient in the future. So I think cyclones and tsunamis are important areas that require resilient infrastructure, or the resilience of infrastructure to be promoted. So I welcome, we'll be happy to engage with countries who are not part of this to consider joining this coalition. And last but not least, just an announcement. I just want to remind everybody that the regional platform for disaster risk reduction will be held virtually from the 16th to the 19th of November. And I encourage you to register if you have not done so. The 19th of November will be a ministerial level meeting, so I also encourage you to have your ministers also register. And the ministerial session is hybrid, so ministers can come to Nairobi or they can intervene through the virtual means. Last but not least, I just wanted to thank my UNDRR colleagues and UNESCO and for organizing this, and a special privilege for us, and privilege for us to have the member states and the speakers, member states from Comoros, Mauritius, Madagascar, and Seychelles joining us, of course, as well as the IOC. And I really appreciate your support. And last but not least, thank you very much, Amelie, for ably moderating the session. And I look forward to working with you and your team in Madagascar, as well as all of the Indian Ocean partners, as well as all the partners who spoke today. Thank you very much. It's an honor and a privilege to be part of this. Over to you. Thank you so much. And may I ask all of you here to get on video so we have a group photo for this really rich event that we have recorded. So I hope we'll be able to extract some of the wisdom and the experience that was shared. Can we get all on video, have a little photo, like in the old good times when we were all presential? But so thank you. I'm not seeing yet the video. Can we... Est-ce que vous pouvez vous mettre en vidéo tous pour qu'on puisse prendre une photo? Je vois. Non, peut-être que tout le monde ne nous entend pas. Je vais prendre la photo de ceux qui sont là. Okay, I'm going to take the photo of those who are here. Voilà. Okay. So, Miss Aderakle, would you like to, you opened this beautiful space. Would you like to close it? And not only you opened, but you organized all these webinars. So would you like to close it? Sure. Thank you so much, Amelie. Thank you everyone for taking your time on this Friday morning to participate in this event. And there's another one this afternoon that Gina is participating in if you are interested, and some other of the UN organizations and member states. Again, thank you guys so much, and we will share the video recording and highlight it during the Africa Regional Platform for DRR. Goodbye, everyone. Thank you. Super. Bye-bye. Thank you. Bye, everyone. Thank you very much. Bye. Bye.